À la une ce soir, jour du souvenir à Basse-Terre pour les émeutes qui ont secoué la ville le 20 mars 1967. Un ressortissant tchécoslovaque lâchait son chien contre un cordonnier infirme. ATV Guadeloupe a retrouvé celui qui lui a succédé à la corne Olivos à Basse-Terre. Il témoigne dans cette édition. Et les éleveurs du Nord-Grande-Terre, une nouvelle fois mobilisés. Ils ont perturbé la circulation routière de Jarry une bonne partie de la matinée. Réclamant des solutions pour la problématique des chiens errants et des tiques, ils menacent de bloquer à nouveau le pays. Et comment réagir après un séisme suivi d'un tsunami de grande envergure? C'est demain que débutera l'opération Richter, un exercice grandeur nature pour se préparer à une catastrophe de grande ampleur. Le préfet a présenté le cerveau de l'opération à la presse. Et c'était la journée mondiale du bonheur aujourd'hui. C'est en 2012 que l'Organisation des Nations Unies a décrété cette journée. Êtes-vous heureux? Comment définissez-vous le bonheur? On en parle dans ce journal. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver. Il y a 50 ans, jour pour jour, le 20 mars 1967, un commerçant originaire de Tchécoslovaquie et non de la Pologne, comme cela est généralement dit, ordonne à son chien d'attaquer le cordonnier du coin, porteur d'un handicap. Il s'en suivra 3 jours d'émeute, une révolte qui sera sévèrement réprimée dans le sang. Aujourd'hui, à l'emplacement où se trouvait d'ailleurs ce cordonnier infirme, se trouve un autre artisan, portrait d'un homme rentré dans l'histoire malgré lui, Karen Diamin. Depuis plus d'une vingtaine d'années, Jacques, surnommé Jackie, officie comme cordonnier à la place de Raphaël Bazin, son prédécesseur. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses. Bon, en tout cas, là, c'est son cousin moi qui mène moi vers le lit. Et comme il dit cousin là, ils vous ont jeune assez sérieux. Puis il travaille veille quoi. En tout cas, mettre moi 6 ateliers là, en tenant on bigonne comme ça. On bigonne comme ça. Et on te cloué à terre là, en pied quoi. Et c'est là on vient à apprendre. Et il te prend ces clous là, il te piquer, et il te dit suivre tout clou là. Quand on a fait là. Alors donc c'est il monte tout ça, il monte moi du moins suivre clou là dans la langue et puis on point de bic. On a changé tout ça. On point de bic. Et tu mettre ton point. Chaque côté pour monter à apprendre plus vite. Parce que des fois, il était capable de travailler. Et moi, c'est moi, on était qui coller dans le col là, on était coller bien. Mais il dit, moi, Jacques, faut aller plus haut, faut aller plus vite, faut apprendre le tir plus vite. Âgé d'à peine 9 ans, au moment des faits, il se rappelle timidement de cette affaire qui aura bouleversé toute une population. Toujours des cas restés qu'à poser, mais qui j'en sais fait. Et c'est après son jour, il était dit, ça, moi t'es là, et puis après, laisse ça fait, c'est que il y a rien qui laisse comprendre, mais c'est là, pas tellement aimé, quoi. Pas voulu voir devant le magasin, là, quoi. Il laisse moi comprendre ça. Et puis après, il dit, moi, après, on joue, qu'on a été là, on a arrangé toutes les affaires et puis t'es installé quoi. Et puis monsieur qui vient le chien là, qui veut le chien là, c'est pas le chien là qui monte en figure comme ça quoi. Il pas arrêté, il continue. Parce qu'il dit moi il continue. Et après ça dans le moment, là il continue. Et enfin il raconte tout ça, là il continue. Il venait, il remettait à enfin il mettait dans mes positions quoi. Et à ce moment-là, ça a vous, il décidé de former? Ouais, il a envie d'en fermer moi. Il a envie, il était content tellement qu'il a dit moi, Jacques, tellement mes gens ou gentil, ou j'ai dit moi faute. Aujourd'hui âgé de 55 ans, Jacques souhaite, tout comme son prédécesseur, transmettre sa passion du travail bien fait à un plus jeune, qui à son tour gardera cette place symbolique. Ils menacent de bloquer la Guadeloupe s'ils ne sont pas reçus par les autorités d'ici demain. Les éleveurs de bovins du Nord-Grande-Terre étaient une nouvelle fois mobilisés. Ils ont mené une opération escargot ce matin sur la Nationale 1 jusqu'au siège de la Chambre d'agriculture à Pemao. Ils continuent de réclamer le versement de leurs primes d'élevage et attendent toujours une aide des autorités concernant la problématique des chiens errants et du traitement contre les tiques qui déciment leur cheptel. On écoute d'ailleurs le chef de file du mouvement, Charlie Saint-Garin, interrogé par Nathalie Dinan face à la caméra de Patrick Curie.
Je dis à nous organiser l'opération escargot là parce que l'État, les collectivités ne pas prendre au sérieux. Nous avons plusieurs problèmes. Nous avons des problèmes à gale, chiens et camarades bêtes en nous. Nous voyons le préfet là au mois de novembre, il n'a pas fait rien pour nous. Il dit nous avons mis en urgence, il n'a pas fait rien. Nous voyons le président de la région en décembre. Nous avons devant la revendication jusqu'à ce jour, ça fait 3 mois. Mamborel nous voit, nous faisons demi-journée de travail, il dit nous avons fait 1 mois. Il a fait 3 mois. Alors, si c'est avec des gens qui nous peut avancer, nous avons dit non. Je dis, si on ne pas venir à un table et papier signé, parce que ça ne pas de confiance encore. Il y a ce même bitin là. On ne pas de confiance, tout le monde n'a pas de papier signé, nous allons sortir là. Là, présent, nous demandons à discuter avec le préfet, président de la région et le président du département. Nous ne pouvons pas passer par intermédiaire encore. Par intermédiaire, pour faire travail à eux. Je dis, en fait, tout le monde prend responsabilité à eux. Parce que nous ne pouvons pas sortir là, je dis là. Et je dis à nous bien déterminés, parce que ils savent que l'agriculture est rasée à présent. En France, ils ont suicidé. Et nous presque arrivons à la même situation là. Si nous ne pas arriver à bout, je dis là, demain sans l'arrière, nous sommes bloqués. Et qu'il n'y ait ni tracteur, qu'il n'y ait tout qualité de demain. Autre mobilisation en Guadeloupe, celle des agents de route de Guadeloupe. Ils ont entamé aujourd'hui un mouvement de grève de 24 heures reconductible. Ils dénoncent un harcèlement moral dont seraient victimes de nombreux agents. Des faits confirmés par un certain rapport nommé Spéronel, l'éclairage de Karen Diamin. Avec plus d'une trentaine de points de revendication cumulés depuis 2015, les agents de route de Guadeloupe sont entrés en grève illimitée. Nous dénonçons justement pas mal de problèmes qui existent. Nous avons un problème justement de harcèlement qui existe à route de Guadeloupe depuis tantôt. Et nous constatons justement que les choses continuent, les choses ne changent pas. Nous avons une collègue qui a déposé plainte au tribunal administratif. Nous avons d'autres collègues qui auront déposé plainte également. Il y en a d'autres aussi qui souhaitent déposer plainte parce qu'ils estiment qu'ils sont harcelés à longueur de journée dans leur travail. La collègue qui a déposé plainte, elle a déposé plainte contre harcèlement moral et harcèlement sexuel. Et d'autres collègues justement ont déposé plainte ou vont déposer plainte contre harcèlement sexuel parce qu'on constate qu'il y a des méthodes un petit peu mafieuses qui sont employées à haute de Guadeloupe et nous disons que ces choses-là doivent cesser. Nous avons des problèmes justement de commission, nous avons des commissions des CAP, c'est la commission administrative et paritaire, on a fait celles de 2014 et 2015. Et également celle de 2016, nous sommes en attente de celle de 2016. Nous avons également des problèmes de matériel qui perdurent depuis fort longtemps, parce que depuis très longtemps, nous avons cessé de demander justement d'être consultés, que les utilisateurs doivent être consultés concernant le matériel. Eh bien non, justement, on constate qu'on nous ramène du matériel qui est complètement obsolète. Suite aux accusations de harcèlement moral, l'entité a été condamnée par le tribunal administratif, mais se dit toujours favorable à la discussion. Nous contestons formellement ces accusations. D'ailleurs, cette décision qui a été rendue fin janvier est en appel. Nous avons souhaité rencontrer l'organisation syndicale pour discuter. Nous les avons contactés pour un rendez-vous jeudi dernier, 16 mars. Ils n'étaient pas disponibles. Je ne gère pas leur agenda. Nous les avons encore contactés le lendemain pour un rendez-vous que j'ai même proposé pour aujourd'hui 11h en présence d'un élu du comité syndical, donc de la gouvernance de la maison. Cet élu était présent ce matin, c'est M. Bardaille. M. Bardaille s'est présenté et l'organisation syndicale n'a pas souhaité discuter. Alors, nous n'avons jamais interrompu le dialogue pour raison. Nous sommes là, ouverts et prêts à discuter. Demain, une nouvelle rencontre est prévue entre les parties qui seront cette fois assistées par le président de région pour tenter de trouver une issue favorable pour tous. Autre blocage, cette fois en Guyane, l'Union des transporteurs a bloqué l'accès au port. Elle reproche à la société de construction Eiffage de ne pas respecter ses engagements envers les professionnels locaux pour le chantier d'Ariane 6. Le point avec Jonathan Lariot d'ATV Guyane. Ce matin, pas moyen d'entrer dans l'enceinte du Grand Port Maritime. Plusieurs camions toupies bloquent l'accès. L'Union des transporteurs guyanais à l'origine du blocage accuse la société Eiffage Construction de ne pas respecter ses engagements concernant le chantier Ariane 6. Le prix des transporteurs locaux jugé trop cher, la société a décidé d'employer ses propres moyens de transport. Les centrales à béton ont déjà leur propre toupie, donc ils font travailler leur toupie. Donc tous les transporteurs indépendants ne travaillent pas. Alors le centre spatial, il y a du boulot pour 3 camions. Prenez 3 autres transporteurs de Guyane.
On a le matériel pour ça. Je ne comprends pas pourquoi on fait importer d'autres véhicules. On est en surcapacité structurelle en Guyane en termes de camions parce que l'économie guyanaise est vraiment moribonde. Eh bien, nous aussi, nous tenons nos engagements, c'est d'être là et empêcher que ces camions ne sortent là. Un mouvement qui ne se limite pas aux transporteurs. Rendre le port inaccessible, c'est aussi bloquer l'activité salariée de la structure. Les dockers n'ont pas pu avoir accès à leurs installations. Le directeur de la GEMAG espère que la manifestation ne durera que peu de temps. Sinon, les coûts par journée non travaillée pourraient devenir gênants. Il faut savoir que plus de 90% de tout ce que nous importons ici transite par le dégradé Cannes. Donc ça veut dire que l'ensemble des personnes qui sont en attente de marchandises, nous recevons plus de 300 conteneurs par semaine. Donc si le port est bloqué pour une semaine, il y a 300 conteneurs qui ne pourront pas accéder aux personnes qui les attendent. Les manifestants entendent ne pas bouger tant que la société Eiffage Construction ne remplira pas ses promesses. Pour les dockers, aujourd'hui, c'était une journée de repos forcé. Il s'est fait connaître grâce au mouvement Association Écosabîmes dont il est le président, adversaire de toujours du député maire Éric Gelton à la mairie des Abîmes, désigné comme le monsieur économie de la région. Olivier Servat a annoncé hier sa candidature aux élections législatives. Olivier Servat, bonsoir. Bonsoir Barbara, bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs d'ATV. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors après des mois de faux suspense, j'ai envie de dire, vous êtes candidat aux élections législatives dans la première circonscription. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous présenter ? Tout d'abord, il fallait prendre le temps de la concertation, de l'échange avec mes amis politiques, mes amis du Conseil régional, mes amis du GUSR, pour que nous allions unis dans cette élection éminemment politique sur une circonscription importante et large, pour ne pas aller en ordre dispersé, parce que nous venions de faire un beau score au régional et la population n'aurait pas compris que nous nous divisions. Les raisons pour lesquelles je souhaite être candidat à cette élection législative et gagner, pour 3 raisons. La première, c'est qu'il faut tout d'abord assurer la continuité entre la mission régionale et le lien avec l'État et l'Europe. Aujourd'hui, dans l'équipe régionale, le président Chalus ne sera plus député. Et si nous n'y prenons garde, eh bien, il n'y aurait personne dans l'équipe pour pouvoir faire le relais, pour défendre les gros dossiers, les dossiers de l'eau, des subventions européennes, des déchets, au niveau européen et étatique. Première raison. Deuxième raison, c'est parce que nous avons besoin de députés de la première circonscription sérieux et organisés, qui ne nous fassent pas honte, comme celui actuellement de la première circonscription, qui est le dernier député de France. On ne peut pas accepter cela. Il faut qu'on puisse, comme Gertie Archimède, comme aussi Ernest Moutoussamy, représenter dignement et avec fierté la Guadeloupe et les intérêts guadeloupéens. Quelle est la motivation personnelle en tant qu'homme politique ? Eh bien, en réalité, j'ai compris avec ma mission régionale que beaucoup d'enjeux se décident ailleurs, à Paris ou à Bruxelles. Je l'ai rencontré lorsque j'ai eu à défendre pour le président de région les intérêts sur le plan de compensation de surcoût pour les pêcheurs. Je l'ai compris lorsque, pour la chlordécone, aujourd'hui, on a besoin de tester la santé de chacun des Guadeloupéens et que ça bloque au niveau étatique. Il faut donc faire des propositions de loi. Il faut des députés qui représentent la Guadeloupe, engagés et qui soient dignes et fiers et travailleurs pour pouvoir se rendre là-bas et pouvoir défendre les intérêts guadeloupéens. Vous l'avez dit, je ne veux pas vous démentir, c'est difficile de faire moins bien qu'Éric Gelton, champion de l'absentéisme à l'Assemblée. Depuis 2012, celui-ci n'a fait aucune proposition de loi, pas même une ébauche de production parlementaire. Mais quel sera, votre programme, votre cheval de bataille ? Alors, il y en a plusieurs, mais je vous en donne un. Concernant la chlordécone, savez-vous que nous avons été empoisonnés depuis 20 ans parce qu'il y a une dérogation scélérate qui a permis à ce que nous, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, soyons empoisonnés. Aujourd'hui, l'ARS, l'Agence régionale de santé, dit « Je suis en mesure de tester le taux de chlordécone dans chacun des organismes des Guadeloupéens ». L'État français, le ministère de la Santé, dit « Non, non, ça coûtera trop cher ». Eh bien, nous, ce qu'on va dire, c'est qu'on veut, par rapport à une question de réparation, tester le taux de chlordécone de chacun des Guadeloupéens et ensuite, que ferons-nous avec cela ? Le professeur Blanchet dit « Au-delà d'un taux de chlordécone, eh bien, on est sûr de développer un cancer, notamment de la prostate ou d'ailleurs. Eh bien, nous avons mis en place avec la région le cyclotron aux Abîmes. Tous ceux qui seront au-delà de ce taux de chlordécone, nous irons les faire tester avec le cyclotron, qui est un grand scanner qui identifie les cellules précancéreuses, pour pouvoir soigner rapidement et en prévention tous ceux qui seraient exposés à cette fichue molécule, si je peux m'exprimer ainsi. Il s'agit de voter des lois. Qu'est-ce que vous envisagez de faire voter pour améliorer la situation, lever le voile sur ce problème justement lié à la chlordécone en Guadeloupe, enfin aux Antilles généralement? Voilà, donc on sait que les terres sont polluées pour 300 ans, ça c'est fait. Par contre, nous agirons progressivement,
sans s'en rendre compte, beaucoup de moleküles par rapport à des terres contaminées. Eh bien, il faudra pouvoir tester ces personnes, et une fois qu'elles seront testées, les faire aller dans un cyclotron pour pouvoir identifier les cellules précancéreuses et commencer à les soigner. Parce qu'on sait bien que le cancer pris tôt est un cancer qui se soigne bien. Monsieur Servat, vous défendez vos convictions tantôt sous l'étiquette Ecosabim. On l'a vu avec le projet. Vous avez pris position, en tout cas publiquement, pour le projet défendu par Marie Zetzol, les élus Marie-Galantais, alors que Aïré Chalus avait c'était un peu flou. On avait du mal à savoir exactement comment il se positionnait. Donc tantôt sur cette étiquette d'Ecosabim, tantôt sur celle de la région, on a le sentiment que finalement vous tracez un petit peu votre propre sillon en solo. Pour quel dessein politique, quelle ambition? Le fauteuil de maire aux abîmes ou peut-être celui de la région bientôt? Chaque chose en son temps. La première problématique que nous avons, c'est d'être bien représentant des problématiques régionales. Sur la problématique marie-galantaise, nous n'avions pas de divergence entre l'équipe régionale et moi. Simplement, j'ai exprimé que nous soutenions les élus marie-galantais, comme l'a exprimé le président Aïré Chalus, qui défendait la position des élus marie-galantais, tout en voulant que la récolte canière débute, parce qu'il ne s'agissait pas de créer un trouble marie-galantais, et les élus marie-galantais étaient dans cette perspective-là. Il s'agit plus là d'un quiproquo qu'une divergence. Et concernant mon ambition, c'est l'engagement Guadeloupe. Là où je suis, au niveau des COSABIM, au niveau de la région, si la population le souhaite demain au niveau de l'Assemblée nationale, eh bien je donnerai le meilleur de moi-même dans l'intérêt guadeloupéen. Au mois de juin, vous serez face à Rose en Rose Duel. Est-ce que pour vous, ce sera facile de gagner cette élection face à ce candidat? La population est seule juge de cette affaire-là, mais ce que je constate, c'est que qui se ressemble s'assemble. Et donc, il est soutenu par un député qui a été le plus mauvais député de France. À sa place, je n'aurais pas accepté ce soutien-là. Merci Olivier Servat d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Vous le savez, l'exercice Richter sera lancé demain par le préfet. Aujourd'hui, il a convié toute la presse justement pour présenter le cerveau de l'opération, le centre opérationnel départemental. On regarde le reportage de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curé. Au cours des 2 premiers jours, c'est l'activation du COD de la préfecture où nous sommes aujourd'hui. Ça va être aussi l'activation des PC de crise dans les collectivités qui vont être mobilisées dans le cadre de cet exercice. Il y a 17 communes qui vont être acteurs de l'exercice. L'aéroport, le port, la région, le département. Voilà, donc de nombreux acteurs impliqués avec la préfecture. On peut d'ores et déjà imaginer des milliers de victimes, des dizaines de milliers de blessés, peut-être 100 000 sans-abri, et bien sûr la destruction, je dirais, de bâtiments, de nombreux bâtiments. On parle de dizaines de milliers de bâtiments avec des infrastructures aussi stratégiques que l'hôpital, l'aéroport, le port, les routes qui seront touchées et qui rendront, je dirais, la tâche difficile. Et puis restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Comment réussir son projet d'accession à la propriété avec l'agence départementale sur le logement qui organise des journées portes ouvertes. Et puis gros plan sur la semaine de l'industrie qui a débuté dans notre archipel. Mais avant, l'agence départementale d'information sur le logement organise une opération portes ouvertes jusqu'à mercredi dans ses locaux. Des rencontres avec des conseillers juristes sont prévues pour aider justement les futurs propriétaires à réussir leur projet d'accession. On regarde le reportage signé Linda Kayarsi. Devenir propriétaire d'un bien, un objectif que beaucoup veulent accomplir. À la DIL, les portes sont ouvertes pour s'informer et être accompagné dans ce type de projet. Le public pourra avoir une information complète sur tous les aspects de l'accession à la propriété. Le conseil en accession à la propriété qui porte aussi bien sur les aspects financiers du conseil en accession, donc sur tout ce qui est prêt, aide et subventions, sur l'aspect juridique du conseil en accession, ainsi sur les contrats de prêt, contrats de vente, les contrats d'entreprise, contrats d'architecte, maîtrise d'œuvre et tout, puisque la DIL dispense un conseil complet sur tous les aspects de l'accession à la propriété. Du côté de la société pointoise d'HLM, ce formulaire nous interpelle. L'idée est d'accéder à la propriété en passant par une période de location d'1 an. Un dispositif qui séduit.
en passant d'abord par une période de location qui dure 1 an et à la fin de cette période de location, un transfert de propriété, donc l'achat. Évidemment, il faut avoir des revenus mensuels, pérennes, qui permettent donc de pouvoir financer un projet d'accession à la propriété et d'avoir un reste à vivre suffisant. L'accompagnement, il est dès le dépôt de la demande jusqu'à la remise des clés et même après. Et donc là, le but, c'est vraiment d'accompagner chaque famille sur le projet, les conseiller, les orienter, de manière à ce qu'ils puissent réaliser ce projet sans difficulté. Toutes ces informations sont accessibles à la DIL jusqu'à mercredi. Un reportage signé Isabelle Amoé. La semaine de l'industrie a débuté ce matin. Depuis 2011, elle contribue à changer le regard du public et plus particulièrement les jeunes sur cette industrie, sur l'industrie. Ainsi, tout au long de la semaine seront proposées des conférences, des visites d'entreprise avec les collégiens et les lycéens. Et ce matin, c'est à Petit Canal, à l'entreprise Saveur des Tropiques, que le préfet en personne a donné le top départ des manifestations. On regarde le reportage de Linda Kayarsi. Depuis 2010, cette chef d'entreprise a pris les rênes de l'affaire familiale. Une société spécialisée dans la fabrication, la production et la commercialisation de Christophine Farcy, boudin, depuis 1990. Nous avons fait des investissements quand même assez lourds, donc maintenant le personnel peut travailler dans de meilleures conditions qu'avant. Voilà. Il faut savoir aussi que tous nos produits sont sans colorants, sans conservateurs. Donc, et on essaye de travailler sans cesse sur la qualité des produits distribués sur le marché. Ici, près de 100 à 200 tonnes de produits confondus sortent des cuisines, un savoir-faire et une production locale qui suscite l'intérêt de ces jeunes visiteurs dans le cadre de la semaine de l'industrie. Je trouve ça bien et puis l'industrie est aussi un ensemble de métiers que je trouve intéressants et qui pourraient être intéressants pour les jeunes et pour l'avenir. Pour cette nouvelle édition de la semaine de l'industrie, les objectifs sont multiples. Promouvoir l'image d'une industrie moderne écologique, mais aussi renforcer l'attractivité de l'industrie et de ses métiers. On ne peut pas faire sans l'industrie guadeloupéenne et sans en plus tout ce que nous avons autour, l'innovation qui nous accapare, les moyens justement de protection de la biodiversité vont faire que nous aurons des petites industries qui vont permettre d'ouvrir davantage cet éventail d'industries que nous connaissons aujourd'hui jusqu'alors. C'était aussi l'occasion de rappeler l'implication des femmes dans l'industrie nationale et dans l'industrie guadeloupéenne. Sortir aussi des stéréotypes qui marquent trop souvent les métiers dans l'industrie et prouver, s'il le fallait, que nous avons ici en Guadeloupe une industrie innovante, une industrie moderne. Pour vanter les mérites de l'industrie, de nombreux professionnels du secteur ouvriront leurs portes au public, aux scolaires et demandeurs d'emploi jusqu'au 26 mars prochain. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va, disait Jacques Prévert. De nombreux philosophes, artistes ont tenté de définir le bonheur en vain. Le bonheur, une notion floue, même pour notre époque, presque insaisissable. Selon de nombreux experts, il dépend à 40% de nous-mêmes. À l'occasion de la Journée mondiale du bonheur, nous avons souhaité connaître votre définition, des avis recueillis par Isabelle Amoé. Le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Vivre de bons moments avec les gens qu'on aime, tout simplement. C'est vivre d'aventures, dépasser ses limites et trouver son bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Pour moi, aujourd'hui, dès que j'ai vu la vie, le jour est ouvert. On dit ça là même, c'est que c'est le bonheur. Hein. Tous les jours, on vit dans le bonheur. Même s'il y a un problème, on envoie ça derrière son dos. Il y a Dieu là-haut qui fait tout pour nous. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? La liberté, tout simplement. Qu'on puisse penser ce qu'on veut et dire ce qu'on veut, c'est important. Voilà, tout simplement. C'est de travailler le bonheur. Et Uniquement le travail? Parce que ça passe tout, ça passe le stress, la colère, l'angoisse, ça passe un peu de tout. Le bonheur, pour moi, c'est la santé déjà, l'argent et après le travail. C'est ça pour moi le bonheur. Tout le monde veut l'atteindre, mais il ne fait pas de bruit le bonheur, non. Il ne fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. Le bonheur, bon, c'est
Normalement, c'est bien, tranquillité, c'est le plus important, le plus nécessaire. Et pour ça, c'est bon. Hein? Vous êtes heureux? Oui, après bon Dieu, ouais. Je suis pas malade. La Guadeloupe. La Guadeloupe. C'est vrai qu'on y est bien, on est à l'aise, on est, comment dire, tranquille. On oublie tout. Un très beau paysage, oui. Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. Et c'est vrai qu'il fait bon vivre chez nous. C'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au lycée Georges Nicolo de Rivière-des-Pères à Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois le numéro de la rédaction d'ATV Guadeloupe. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez avec nous dans un instant. Eddy Planté pour questions directes. Et place tout de suite à Eddy Planté pour questions directes. Il reçoit ce soir Claude Guilliot, président de la CFTC. On se retrouve juste après.